j'ai l'honneur de vous proposer cette proposition de loi, de la soumettre à vos débats et à vos votes. Cette proposition de loi dont je suis l'auteur et qui vise à la reconnaissance et à la réparation des personnes condamnées pour homosexualité en France entre 1942 et 1982. Je tiens à remercier les 102 collègues, sénateurs et sénatrices, qui ont cosigné cette proposition de loi. Je tiens à saluer les collègues qui ont été élus à la fin du mois de septembre, qui ont manifesté leur soutien à cette initiative parlementaire. La diversité politique des cosignataires démontre une chose. Nous traitons dans un climat apaisé d'un sujet qui peut faire et qui doit faire consensus. Cette proposition de loi est animée par quelques idées simples. La quête de la vérité et la recherche de la justice. Ce sont ces valeurs qui m'ont servi de boussole dans le cheminement, m'ayant conduit à la rédaction et au dépôt de ce texte. Les lois mémorielles se donnent bien souvent pour mission de réconcilier un pays avec son histoire. En effet, l'histoire de chaque pays est faite de parts de lumière dont il convient de tirer une légitime fierté et de parts d'ombre dont on gagne à reconnaître la véracité. L'histoire de France, l'histoire de notre pays n'échappe pas à cette règle. Il s'appelait Henri de Monterland, Roger Peyrefitte, Michel Chomara, Bernard Bousset. Ils étaient célèbres et surtout anonymes. Ils aimaient la France, ils la servaient, ils la célébraient. Ils s'étaient engagés pour certains d'entre eux dans la résistance comme Jean Desbordes. Ils chantaient la France comme Charles Trenet. Mais avec eux, comme avec des dizaines de milliers d'hommes et des centaines de femmes, la France ne fut pas douce. Elle fut au contraire cruelle. La France a dépénalisé l'homosexualité en 1791 dans le code napoléonien, au lendemain de la Révolution française, devenant un des pays les plus progressistes en la matière. Nous le devons au juriste montpelliérain Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Hélas, sous la Troisième République, de grands commis de l'État pressaient le gouvernement de sévir contre l'homosexualité. Si la France a dépénalisé l'homosexualité en 1791, devenant donc ce pays progressiste, cette parenthèse libérale fut de courte durée. Quelques années plus tard, ces grands commis de l'État virent leurs vœux exaucés par le maréchal Pétain en août 1942. L'ère du temps n'expliquera jamais ce retour en arrière. En effet, à la même période, en Europe, la Suède, la Suisse ou encore la Pologne décriminalisaient les relations entre personnes de même sexe. À rebours de son histoire, la France instaurait une majorité sexuelle de 21 ans pour les homosexuels contre 13 ans pour les hétérosexuels. Une discrimination d'apparence anodine, mais qui légitimera jusqu'à la fin de la guerre la persécution, l'arrestation et la condamnation de dizaines de milliers d'hommes dans notre pays. Quelques centaines d'entre eux furent hélas déportés depuis la France vers les camps de rééducation et de concentration. Longtemps éclipsés de la mémoire collective, ceux qui étaient obligés de porter le triangle rose ont été progressivement réhabilités. Nous le devons aux travaux des historiens auxquels je veux rendre un hommage, Florence Tamagne, Régis Scheldenhaufen, Michael Bertrand. À la Libération, alors que la plupart des lois de Pétain sont abrogées, le ministre de la Justice de l'époque, François de Menthon, fait le choix de conserver cette loi qui réprimait l'homosexualité tout en la défendant et en la justifiant dans son ordonnance du 8 mai 1945. Outre cette disposition, la législation prohibant les relations homosexuelles se renforcera en 1960 par l'adoption de l'amendement de député Paul Mirguet, député de la Moselle, qui créera l'alinéa 2 de l'article 330 du Code pénal. En effet, en 1960, Paul Mirguet considérait que l'homosexualité était un fléau social qu'il convenait de combattre. Il réussit à convaincre une majorité de députés de doubler la peine pour outrage à la pudeur lorsqu'il s'agissait de rapports homosexuels, créant de fait une circonstance aggravante. Cette nouvelle législation répressive entraînera une persécution disproportionnée des personnes homosexuelles traquées dans les lieux de rencontre et parfois même dans l'intimité de leur logis suite à une dénonciation, permettant la constitution de fichiers d'invertis par la police nationale et une application zélée du droit par les juges, puisque jusqu'en 1978, 93% des condamnations liées à ces infractions se solderont à des peines d'emprisonnement. C'est en 1977, à l'occasion du médiatique procès du Manhattan, accompagné de la mobilisation d'intellectuels comme Michel Foucault et Marguerite Duras, que le législateur
envisage enfin de remettre en cause ces dispositions iniques de notre arsenal pénal. En parlant de l'affaire du Manhattan, qu'il me soit permis de saluer le courage et la ténacité d'une des victimes de cette triste affaire, le Lyonnais Michel Chomara, âgé de 75 ans, qui témoigne inlassablement pour lui et pour ses compagnons d'infortune. Dès 1978, le Sénat, ici, à l'initiative de notre regretté collègue Henri Caillavet, sénateur du Lot-et-Garonne, proposa l'abrogation de ces 2 délits d'homosexualité, souhaitant tenir compte de l'évolution des mœurs et des esprits dans la société. Éclairée par les arguments du sénateur Caillavet, la Haute Assemblée de l'époque le suivit et vota sa proposition de loi. Reprise par le député maire, notre regretté collègue Michel Crépeau, à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi se heurtera à l'hostilité de la majorité des députés. Il faudra attendre 1980 et l'action volontariste de Monique Pelletier, secrétaire d'État de Raymond Barre, pour que soit abrogé le caractère aggravant d'homosexualité dans le cadre d'un outrage à la pudeur. La gauche arrivée au pouvoir amnistiera dès 1981 les personnes condamnées pour homosexualité. Enfin, le 4 août 1982, à l'initiative du ministre Robert Badinter, du député du territoire de Belfort Raymond Forny, de la rapporteure Gisèle Halimi et avec le concours de notre ancien collègue sénateur de Haute-Saône Jean-Pierre Michel, la majorité sexuelle discriminante héritée de Vichy sera abrogée. Le sociologue Régis Schlagdenhaufen estime qu'entre 50 000 et 60 000 personnes ont été condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 en vertu de ces 2 incriminations. Ces travaux sont corroborés par de nombreux universitaires, Antoine Idier, Sébastien Landrieux, Romain Jaouen, Chérine Berzik et Marc Boninki. Peu de ces condamnés sont encore en vie à l'heure où je vous parle, quelques centaines au mieux. Pour toutes les personnes condamnées, le prix à payer fut lourd. Si les faits réprimés étaient assortis d'amendes ou de courtes peines de prison, ces condamnations, même légères, constituaient des tâches indélébiles pour les personnes concernées. Ces sanctions pénales allaient de pair avec l'opprobre social, l'ostracisation, le rejet des condamnés par leur famille. Elles entraînaient également bien souvent leur licenciement ou la ruine de leur carrière professionnelle. Ces pertes sociales, morales et financières ne sauraient être évaluées. Ces peines infamantes ont marqué à vie des existences. Elles firent voler en éclats des vies et des familles. Mes chers collègues, Victor Hugo disait « Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre ». Beaucoup de ces hommes continuèrent à exister, mais en ayant perdu le goût de la vie. Ces condamnations poussèrent au suicide certains malheureux, acculés à la mort par une presse peu scrupuleuse qui étalait leur identité ou publiait les photos des devantures des commerces dans lesquels ils travaillaient. Aucune loi ne sera, hélas, en mesure de réparer ce préjudice, mais nous pouvons tâcher de nous y employer. Et c'est bien l'objet de cette proposition de loi. Celle-ci entend, dans son article 1, reconnaître la responsabilité de la France dans les répressions subies. Il a semblé que le rapporteur souscrivait à l'objectif de cet article, souhaitant toutefois faire débuter la reconnaissance à 1945, estimant que la République française n'avait pas à être tenue comptable des agissements du régime de Vichy. Nous avons du mal à partager son raisonnement juridique, puisque la République a hélas repris à son compte et conservé la loi adoptée sous le régime de Pétain. Nous avons du mal à partager son raisonnement politique, puisque le jour de la libération de Paris, le 25 août 1944, à l'Hôtel de Ville, pressé par Georges Bidault de proclamer la République, le général de Gaulle avait répondu « La République n'a jamais cessé ». Plus récemment, le 16 juillet 1995, abandonnant toutes les circonvolutions de ses prédécesseurs à l'Élysée et même de certains de ses compagnons du RPR, le regretté Jacques Chirac, président de la République, prononça ce discours historique, fondateur, reconnaissant la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs pendant l'occupation. Le second article de la proposition de loi propose de réprimer la négation et la contestation de la déportation pour motif d'homosexualité. Le troisième article propose un dédommagement pour les victimes condamnées. Je vous souhaite ici rappeler que cette indemnisation ne concernerait que quelques centaines de personnes. Mes chers collègues, je forme le vœu que sur un tel sujet, l'esprit de concorde guide vos votes. Il y a des lois qui ne souffrent ni la controverse ni la polémique. J'ai le sentiment que celle-ci en fait partie. Plus qu'un symbole, son adoption permettra peut-être de refermer les plaies des personnes condamnées, non pas pour ce qu'elles faisaient, mais pour ce qu'elles étaient. Inquiéter et condamner quelqu'un pour son intimité, pour son identité, c'est porter atteinte à sa dignité. Réparer ses injustices, panser ses blessures, apaiser la mémoire de ceux qui ont pâti et qui sont morts,
c'est faire preuve de notre humanité. Je conclurai en citant Alphonse de Lamartine qui disait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ». Alors, mes chers collègues, soyons tous et toutes comme Lamartine, de la couleur de ceux qu'on persécute. Soyons tous et toutes comme Lamartine, de la religion de ceux qu'on opprime. Soyons tous et toutes comme Lamartine, de l'orientation sexuelle de ceux que la France a condamnés. On peut se demander, avec le recul, comment des députés français, c'est-à-dire par définition des femmes et des hommes qui devraient avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisqu'ils sont chargés de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Voilà ce que disait Gisèle Halimi à la fin de l'année 81. On peut en effet se demander pourquoi ces lois qui ont pénalisé l'homosexualité arrivent au XXe siècle, alors même que depuis la Révolution française, les relations entre personnes consentantes de même sexe avaient été décriminalisées. Certes, c'est une loi de 1942, sous Vichy, qui a réintroduit le délit d'homosexualité dans la législation française et qui a introduit en même temps la référence à des actes impudiques ou contre nature. Oui, c'est donc une loi de 1942, mais on le sait, la réflexion a été entamée bien avant, sous la Troisième République. Et pire, le délit d'homosexualité survit à la Seconde Guerre mondiale et à la disparition du régime de Vichy. Car à la Libération, si l'ordonnance de 1945 transfère ce délit d'un article du code pénal vers un autre, elle maintient l'incrimination d'actes contre nature et elle fait même de l'homosexualité une circonstance aggravante en cas d'outrage public à la pudeur. La condamnation juridique se renforce encore en 1960 avec l'adoption de l'amendement Mirguet qui assimile l'homosexualité à un fléau social. Quelle que soit la manière et les termes utilisés, et n'en déplaise aux rapporteurs qui préfèrent retenir 1945, il ne fait pas de doute que de 1942 à 1982, soit pendant 40 ans, la même loi est venue cautionner et conforter toutes les oppressions dont sont victimes les personnes homosexuelles et que la Révolution française n'avait pas fait disparaître. Ce que nous voulons avec Hussein Bourgi, et l'ensemble du groupe socialiste, écologiste et républicain, ainsi que tous les signataires de cette proposition de loi, c'est, au-delà de l'amnistie et de l'abrogation portée par les socialistes avec François Mitterrand et Robert Badinter en 1980 et 1982, c'est reconnaître et regretter avec l'article 1, évidemment que le législateur s'est fourvoyé en soumettant l'homosexualité à la loi pénale, mais qu'au-delà, le législateur du XXe siècle a bien contribué à briser des vies et a ainsi commis une faute. Non seulement plusieurs milliers de personnes ont été condamnées à des amendes, à de l'emprisonnement, mais elles ont été livrées à la vindicte populaire et à l'exclusion sociale en raison de la publicité associée à leur condamnation. Je peux citer ici l'exemple de cet élève avocat lillois qui a eu son concours en mai, s'est fait condamner en juillet et de ce fait n'a jamais pu exercer, faute d'avoir été accepté par le barreau. Et il s'est vu contraint de renoncer au métier de ses rêves pour devenir surveillant dans un lycée. Son traumatisme professionnel et social a sans doute été bien plus important que l'amende qu'il a eu à payer et la prison qu'il a eu à connaître. Mais réparer ce qui peut l'être doit l'être. C'est pourquoi nous tenons à ce que cette proposition de loi comprenne aussi, aux côtés de la reconnaissance, des mesures claires de réparation, comme celles proposées dans les articles 3 à 5. Le coût de ces réparations serait limité au regard du faible nombre de personnes encore vivantes, parce que le temps est passé par là et parce que le sida aussi est passé par là. Mais l'impact de l'octroi de ces réparations sera quant à lui très fort pour les personnes, pour les familles, pour les homosexuels qui regardent la France partout dans le monde. Nous restons donc au groupe socialiste très attachés à la réparation au cas par cas des torts causés, même si on peut discuter des modalités d'application. De la même manière, nous restons attachés à la reconnaissance d'un délit spécifique lié à la négation de la déportation de personnes en raison de leur homosexualité. Non, il ne s'agit pas là d'une légende, mais d'une vérité historique établie et rappelée par des présidents de la République française. Et comme telle, sa négation ou sa minimisation doit pouvoir être sanctionnée, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et monsieur le rapporteur, indivisibilité ne doit pas dire invisibilité. Il est d'ailleurs regrettable que sur ces sujets qui ne font pas consensus, il n'ait pas été possible d'organiser davantage d'auditions. La parole et l'expertise d'historiens, de sociologues et d'autres juristes
auraient été précieuses pour nous éclairer. Je remercie pour ma part les universitaires lillois Florence Tamagne et Sébastien Landrieux qui ont partagé avec moi leurs travaux. Et je veux dire la fierté de notre groupe que cette proposition de loi, déposée un 6 août, non pas 1942, mais 2022, portée par un socialiste, Hussein Bourgi, puisse être examinée aujourd'hui et, je l'espère, votée ensuite. À nous ici, sénateurs et sénatrices du XXIe siècle, de laver le déshonneur et les torts causés par diverses lois du XXe siècle. Le Sénat a failli être en avance sur l'Assemblée nationale en 1978. Il peut se rattraper aujourd'hui pour montrer à nouveau la voie, cette fois-ci avec succès, en votant cette proposition de loi dans toutes ses dimensions pour qu'elle puisse ensuite être reprise à l'Assemblée nationale. À nous ici d'apporter les excuses, la reconnaissance, la réparation de la République à des milliers d'hommes et des centaines de femmes punis simplement pour ce qu'ils et elles étaient. À nous, avec cette loi mémorielle, car c'en est une, monsieur le ministre l'a rappelé, de faire un pas de plus vers l'égalité des droits dans la société. J'invite donc tous les groupes politiques, l'ensemble des sénateurs et sénatrices, à entendre les histoires et les voix de ces condamnés et, dans la discussion qui va s'ouvrir, à dépasser les arguties juridiques ou les postures politiques pour adopter notre proposition de loi dans son acception large, pour que demain, aucune Gisèle Halimi ne puisse plus jamais se demander comment des parlementaires ont pu pénaliser une liberté fondamentale, celle d'aimer.